Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, le seul podcast automobile qui ne met pas de super dans ses cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Degois. Ah, voilà, il est là, au sommaire de cet épisode. Tout le monde veut son électrique, vous allez voir, entre les constructeurs traditionnels qui, les uns après les autres, nous annoncent que ça y est, ils vont passer au 100% électrique ou presque, et puis tous les nouveaux arrivants, plus ou moins connus, qui arrivent plus ou moins discrètement, clairement, ça va tanguer, on se parlera du côté des incumbents, comme on dit, du côté des constructeurs traditionnels de Renault, qui nous a annoncé sa Renaulution, sans exagération d'ailleurs, et puis d'autres potentiels nouveaux arrivés pour demain, Apple évidemment et quelques autres. Au sommaire également Tesla qui en France a fait chuter le prix de son modèle d'entrée de gamme. Alors voilà, évidemment sur le papier c'est une super bonne nouvelle. Bah oui, mais pas pour tout le monde. On vous expliquera les tenants et les aboutissants de ces voitures soudain devenues, j'ai le jingle quelque part, Ah, ça c'est cher, mon fils. pas assez cher mon fils. Et puis ça y est, cette fois c'est la bonne, les doigts dans la prise, va signer avec émotion son premier essai automobile. Nous sommes allés faire un tour dans la Mini SE, une voiture petite mais costaude. Comment ça va Thomas ? Bah écoute, ça va super. Mais j'en suis ravi. Et toi-même? Écoute, ça a l'air d'aller aussi. Ça va formidable. Je suis forcé, parce que je suis un garçon qui a reçu un peu d'éducation dans son enfance, je suis forcé de commencer par des excuses. Dans le dernier épisode, on a dit non, mais attendez, là, on a pris une petite semaine de trop, on avait dit que c'était toutes les 2 semaines et on a fait 3, et là, on a fait 6 ou quelque chose comme ça. Ouais. En fait, on a juste très mal calculé notre coût, le timing des vacances, de machin, enfin voilà, ça a été difficile, même à distance, de trouver le temps d'enregistrer cette émission. Vous étiez prévenus, hein, on vous avait dit que c'était un hobby, un truc qu'on faisait le dimanche dans la cave, mais quand même, ça ne nous exonère pas d'un simili début de correction à votre endroit. Alors évidemment, on sait que vu ce que vous coûte ce podcast, c'est-à-dire rien, vous en aurez toujours pour votre argent, mais quand même, ce serait bien d'arriver à tenir un rythme. J'ai une consoeur américaine qui dit de toute façon, c'est ce qu'oublient tous les gens qui démarrent un podcast, c'est qu'un podcast, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et elle a raison. Et surtout, elle en fait 4 par semaine, alors qu'elle a un vrai métier à côté, donc je suis parfaitement admiratif. Bien, le problème évidemment, c'est qu'en plus, quand on prend 3, 4, 5, 6 semaines entre 2 épisodes, l'actualité s'empile, j'ai envie de dire, surtout en ce moment. Je voyais aujourd'hui les chiffres du marché automobile en France. Autant se le dire, ils sont pas très bons, hein. Moins 21% par rapport à l'année dernière, sauf pour les hybrides. Souviens-toi, en début janvier, on se disait « Oh, regarde, électrique et hybride l'année dernière, on fait à peu près la même part que le diesel. » Ouais. Et maintenant, c'est l'hybride qui fait à elle seule la même part que le diesel. Alors, c'est pas uniquement dû à la hausse du nombre de véhicules hybrides vendus, mais c'est aussi à l'effondrement du diesel, dirons-le. Mais voilà, 23% d'hybrides, c'est à peu près la même chose que le diesel aujourd'hui. C'est fou parce qu'on t'aurait dit une chose pareille il y a 5 ans, t'aurait dit non, soyez sérieux les enfants, clairement ça va pas être possible. Évidemment, du coup, chez les constructeurs, il se passe plein de choses. On vous laisse parler de Renault qui il y a maintenant 3 semaines a présenté Renaulution. Renaulution, c'est pas un nouveau modèle, c'est presque une nouvelle stratégie de marque et même une nouvelle stratégie de groupe. Une nouvelle philosophie qu'ils ont chez eux maintenant là, d'électrifier un peu tout ça. Ouais. Alors ils vont pas tout électrifié. Moi aussi, j'avoue avoir péché par petit excès d'optimisme. C'est-à-dire que j'ai dit, à chaque fois qu'ils montraient la photo d'un nouveau modèle ou un nouveau modèle pendant la conférence, ça va être génial, elle est électrique. Non, finalement, celle-là n'est pas électrique. Non, d'accord. C'est-à-dire que par exemple, toutes les Dacia ne seront pas électriques. Non. Mais il y a quand même une stratégie totalement délibérée et déterminée. Par exemple, Alpine, qui était un peu une marque qui avait le cul entre deux chaises, faut le dire, parce que c'était le retour de la revanche de l'Alpine des années 70-80. Moi, j'avais une amie de la famille qui avait une Alpine, je me souviens, je regardais ça, mais faut dire, j'avais 9 ans, mais je regardais ça, pour moi, c'était l'Aston Martin de James Bond, alors que pas du tout, en fait, c'était un truc un peu plastique pour l'époque, mais c'était quand même vachement fun. Et voilà, depuis, j'ai croisé, là, encore récemment, quelques Alpines, alors les dernières, petit coupé sportif, truc très très fun, avec d'ordinaire au volant des cinquantenaires, parce qu'on va pas se... Voilà. Mais en même temps, je trouve ça plus rigolo qu'une Porsche, tant qu'à faire. Alpine va devenir une marque 100% électrique. Ce qui est normal, parce que si tu fais des roadsters...
À un moment, voilà, c'est faut ça, arrêter de se battre, tu vois. Surtout qu'en plus, Alpine n'avait peut-être pas un énorme passé de motoriste. Enfin, tu vois, c'est pas. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais évidemment, la chose que tout le monde a retenue. Alors, tout le monde s'attendait à voir arriver la 4L électrique. Parce qu'évidemment, on a quand même. Tout le monde ressort, tu vois, tout le monde tout à coup retourne. Mais elle est prévue aussi. Oui, elle est prévue, mais on s'attendait à ce qu'ils nous la montrent. On a été un tout petit peu déçus. Mais c'est vrai, si tu es un constructeur comme Renault, comme PSA, comme tout le monde d'ailleurs, Volkswagen l'a beaucoup fait et va continuer à le faire. C'est-à-dire la tentation de rouvrir les tiroirs en disant attends, qu'est-ce qu'on avait là? Non, le carton, oui, celui qui est plein de poussière. Fait voir, ah mais oui, c'est génial ça, faut la refaire en électrique. On n'aura pas vu la 4L électrique, mais on a vu le retour. Voilà. Et ça, c'est un plaisir d'en faire parce que je vais finir par vous dire où, à quelle heure je suis né, etc. Mais voilà, je suis une génération qui a quand même vu beaucoup de Renault 5. C'était pas ma première voiture. Non, c'était ma seconde voiture. J'ai eu une Super 5, c'était pas une Renault 5. Par contre, c'est bien sur Renault 5 que j'ai appris à conduire. Et d'ailleurs, sur une Renault 5 jaune, exactement comme celle qui a été... exactement, avec quelques générations automobiles d'écart, mais comme celle qui a été présentée par Luca De Meo, le patron de Renault. Et moi, j'ai adoré parce qu'ils l'ont pas... bâtardisé, c'est-à-dire que c'est pas une excuse de, tu vois, un vague souvenir d'ébauche, machin. Non, ils sont revenus sur une... ça ressemble à une R5. En fait, ça ressemble d'ailleurs, vous irez voir ça sur Google Images, ça ressemble à une R5 turbo. Avec, mon père avait ça, moi. Il avait une R5 turbo. Et c'est vrai que ça, il avait. T'avais le père le plus cool du monde, la R5 turbo, c'était inatteignable. Moi, j'ai dû en voir une ou deux fois dans les rues et c'était. Il est venu me chercher une fois ou deux, je me souviens, à la piscine de Shell. Je peux te dire que c'était là. Et là, ce coup-là, pour une fois, tu t'es pas plaint de voir ton père arriver pour venir te chercher. Papa. Non, voilà, c'était. Ouais, voilà, c'était ça. Il avait fait un accident en plus. Alors j'étais content dans tous les cas de le voir arriver, mais ça c'était le petit bonus. Et du coup, allez voir cette Renault 5, moi elle est confondante. Alors elle n'est pas pour tout de suite, hein. Voilà, c'est une vraie promesse, c'est-à-dire qu'elle va vraiment sortir dans ce design. Là, on n'a rien vu par exemple du design intérieur, je pense tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait, le design intérieur. Mais ça va être un plaisir de voir ça revenir sur nos routes. Alors je ne sais pas si ça coche toutes les cases de ce que Renault voudrait faire avec ses nouvelles gammes, parce que le but aussi est d'arriver, par exemple, à pouvoir réattaquer l'international. Et moi, j'ai ce souvenir-là, la première fois où je suis allé aux États-Unis, j'avais 9 ans avec mes parents, et on avait vu une R5. Et à l'époque, ils appelaient ça la Renault Le Car. C'était classe, hein. Ah oui, d'accord. Mais, bon, stylé, ouais. Fallait y croire quand même dans l'ensemble, parce que tu t'imagines une Renault 5 au milieu des Américaines, elle était perdue là. C'est comme une Mini au milieu de. C'est comme une Smart, au milieu des SUV, quoi. Et bon, on leur souhaite plus de bonheur ce coup-là, mais j'exagère d'ailleurs parce que non, ils ont montré, mais en images, des choses de design intérieur, mais pour l'instant, c'est ni fait ni à faire. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fera le gros du marché, parce qu'à côté, évidemment, ils ont dévoilé des choses qui sont... dont on sait que ça va se vendre. Si je te dis, tu vois, une nouvelle génération de Kangoo électrique, tu dis oui, ça oui. Oui, c'est sûr que ça a forcément trouvé son public. Ça mécaniquement, tu vas en vendre du Kangoo. Et puis, plus près de nous, l'arrivée prochaine, là pour le coup, d'une Dacia 100% électrique, qui sera probablement le premier prix d'appel de l'électrique chez nous, parce que la Dacia Spring, c'est son nom, va arriver à quoi, 10 000 euros. Un truc comme ça. 10 000 euros, ça, on sait que tu tapes là une barrière psychologique où une fois que tu l'as passé, ça y est, il y a plus de jeu, c'est-à-dire que ça tue le game. Alors attention, ça tue le game, et puis en plus, je veux dire, c'est quand même, pour une voiture neuve. Après, bon, on est sur, c'est Dacia, mais on est quand même plus de 2 fois moins cher que la voiture, que le prix de la voiture neuve moyenne en France, tu vois. Donc, c'est quand même ultra bien positionné. À ce prix-là, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais à ce prix-là, il y a des choses qui sont absolument affligeantes, qui sortent, notamment de nos amis chinois. Mais bon. On y reviendra. On reviendra en temps et en heure. Laisse-moi un plaisir. À ce prix-là, clairement, c'est... Ah, ça c'est cher, mon fils.
Voilà. Attends, j'ai mis une heure à retrouver ce bout de jingle. C'était pour ceux qui n'étaient pas nés, parce que vous êtes nombreux dans ce cas. C'était une pub Renault pour la Clio Baccarat de l'époque, un truc qui se passait dans un pays du Golfe. D'ailleurs, c'est amusant de voir, avec 20 ou 30 ans d'écart, une pub où les dialogues sont entièrement en arabe sous-titré. Où, le cheikh dit à son fils, un jour, tout ça sera à toi. Et lui, il veut pas des limousines. Lui, il veut juste une Clio. Et le papa lui dit, pas assez cher, mon fils. Pub légendaire. Pub légendaire. Attention, évidemment, quand on dit une Dacia Spring électrique à 10 000 €, c'est une fois déduit les différentes primes écologiques, etc. Pas forcément la prime à la conversion, mais quand même. On n'est pas encore à un vrai prix de 10 000 € sans prime, batterie comprise, tout ça. Attendez un petit peu de patience, d'accord. Oui, mais honnêtement, on est au tout début encore de l'électrique chez nous. Bon. Voilà, laissons un peu le temps. Ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'apprêter à passer dans quoi ? J'ai l'impression d'être le garçon qui essaie de prédire, d'essayer de prédire vraiment le Bitcoin à 100 000 $, tu vois. C'est Alors ça, mais là encore, tu sais, tout dépend si Elon tweet. Hein. Si Elon tweet, tout d'un coup, la Dacia peut arriver si Elon Renault tweet, à s'envoler, baisser les prix. Si Elon envahir le marché. Qui va sortir une Tesla One à 10 000 $, là, à son tour, il tue le game. Mais on n'en est pas là et on sait que c'est pas là sa stratégie. Je l'ai encore appelé la semaine dernière. Mais c'est vrai, le 10 000 $, le 10 000 €, pardon, sans prime, sans que l'État sponsorise une partie de ton achat. Allez, 2025. Probablement avant, en fait. Probablement avant. Tu crois vraiment avant ? Mais oui, parce que t'es super optimiste. Mais regarde, par exemple, les avancées des dernières générations de batteries. On va arriver à un moment où il va y avoir une véritable massification, où tu vas tomber dans les mains de fabricants qui savent faire à l'échelle, qui vont pas avoir besoin de réinventer la roue. Enfin, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Alors évidemment, ce sera une petite voiture, faut pas se mentir. Ce sera pas forcément une Dacia. Si t'as 80 € le kilowattheure, après tout dépend des specs. Après évidemment, tu peux avoir des voitures à 10 000 € neuf sans prime, mais qu'auront après quelle autonomie ça aura, tu vois, c'est bon. Tu sais, moi je regardais, j'étais assez frappé de voir que même sur des voitures assez haut de gamme, tu tombes encore sur des autonomies qui sont dans le monde réel en dessous de 200 km. Et donc, il y a des choses que tu tolérerais totalement pour une petite citadine. C'est-à-dire que tout à coup, si je te mets une citadine dans les mains et que je te dis, elle fait... mais comme les Smart qui sortaient il y a 10 ans, elle fait 120 km. Tu vas dire, moi, ça fait ma journée, j'ai pas de souci avec ça, tu vois. Surtout si elle est vraiment à vil prix. Bon, on n'est pas encore au vil prix. Mais après, c'est vrai que quand tu vois aussi des types comme Hyundai et tout qui arrivent vraiment aussi à être vachement compétitifs sur l'électrique, avec des voitures que tu peux recharger en 20 minutes, 25 minutes, tu recharges ta voiture entre 80 et 90%. C'est vrai que c'est peut-être pas faux, ça peut se démocratiser plus vite qu'on ne le pense, en effet. Bon, alors tu m'offres une transition de rêve pour parler de l'autre problème qui se pose sur la route de l'électrique, sans mauvais jeu de mots, c'est les bornes de recharge. Et alors, c'est intéressant parce que les bornes de recharge, c'est un truc qui arrive dans la discussion à chaque fois. C'est le nerf de la guerre en même temps. Ouais, mais ça, tu vois, normalement, c'est la voiture qui est le nerf de la guerre. On se pose pas la question de savoir à combien de kilomètres est la pompe à essence. Et là, à chaque fois, en parlant à des amis, quand ils hésitent, en disant « Ah, j'ai vu telle voiture, celle-là, elle est bien. Ah oui, j'ai vu que machin... » Alors, ça va du petit au moyen à la grosse voiture. Tous disent « Ah, mais attends, alors la recharge, ça se passe comment ?» Il y a une angoisse, mais qui est le pendant de l'angoisse de la panne, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ce que les Américains appellent la range anxiety, l'anxiété de l'autonomie, qui est un truc, honnêtement, qui se dompte avec le temps. Ouais, moi en tout cas de tous les échos que j'ai eu de la part de propriétaires de voitures électriques, c'est un truc en fait auquel après ils ne pensent plus. Oui. C'est un pas à franchir. Mais tu sais, même moi qui suis quand même assez à fond sur Tesla entre autres, parce que j'ai essayé de regarder un peu la 206 à l'époque électrique. Bon, je me suis vite calmé. Mais soyez sérieux, monsieur.
Voilà, restons sérieux. Mais du coup, même, tu vois, en considérant une SR+, une Tesla Model 3 SR+, donc qui a sur le papier 400 km d'autonomie, en vrai, sur autoroute, partant froid, elle en a plutôt 150. Bah, tu vois, de se dire, je vais m'arrêter une demi-heure, et même sur des trajets, je veux dire, citadins, tu laisses ta voiture, tu te dis oui, je vais la charger une fois par semaine. Bah en fait, il y a quand même une déperdition d'énergie qui est liée soit au climat, soit, voilà. Et donc du coup, tu vas quand même être obligé de la recharger un peu plus longtemps. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent pas la charger chez eux, évidemment. Hein, Oui. mais c'est vrai que quand même, le truc de s'arrêter recharger, ça peut être un peu chiant quand même. Notamment, moi, si c'était que moi, tu vois, j'aurais une vision, je me dirais, bah, tu vois, je vais mettre un épisode de ma série du moment, et puis voilà, quoi. Mais t'es pas tout seul, si t'as des enfants, une pause d'une demi-heure, c'est quand qu'on arrive. Bon, bah ouais, voilà. Je comprends, moi, vraiment que les gens se posent la question de ce temps de recharge. Non, Voilà. non, mais bien sûr. Et puis parce que c'est une question de disponibilité, parce que c'est aussi quelque chose qui va, comment dire, conditionner ta capacité, pas forcément à faire tes trajets du quotidien, mais à partir en week-end, à partir en vacances, à partir sur un coup de tête aussi, et sans avoir besoin de sortir ton maître d'arpenteur en disant alors attends, si je passe par là et que je prends la 5 et que je sors là j'ai un. Voilà. Donc, on sait qu'on a un problème d'infrastructure, et là il faut clairement mettre Tesla de côté, parce que les Tesla n'ont pas de problème d'infrastructure, elles ont les chargeurs Tesla mais qui ne sont pas accessibles aux autres. C'est un constat qui n'est pas le nôtre, hein. Nous on n'est pas très inventifs, c'est aussi un constat issu de la puissance publique. Il y a eu ça, on a vu ça sur le site du ministère de l'Environnement et puis du ministère des Transports aussi. Il y a eu des annonces communes en novembre entre Barbara Pompili à l'Environnement et Jean-Baptiste Djebbari au transport, avec un plan qui s'appelle Objectif 100 000 bornes. C'est un petit côté objectif lune qui a été présenté en octobre. L'idée, c'est ça, c'est de dire il faut qu'il y ait des bornes qui soient à la fois sur les autoroutes, à la fois dans les parkings, à la fois dans d'autres lieux ouverts au public, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être tout ça, qui est à terme 100 000 bornes. Alors, et c'est là qu'il faut s'entendre. Parce que de quoi parle-t-on quand on parle de bornes? Ils ont fait un compte, hein. Ils ont dit voilà, par exemple, Leclerc veut en ouvrir 10 000 d'ici 2022. C'est énorme. Et en plus, c'est bien, parce que de fait, voilà un endroit où tu vas te poser par essence entre une demi-heure, une heure, voire plus. Lidl, Système U, donc ils ont beaucoup fait appel à la grande distribution. Des métropoles, par exemple, la métropole du Grand Paris va en mettre 3000. Le groupe Casino, Engie, bah oui, mais Engie aussi, ils vendent non seulement des bornes de recharge domestiques, mais ils vendent aussi même des abonnements. Il faudra qu'on se pose la question d'ailleurs de savoir, il y a plusieurs opérateurs électriques qui proposent des abonnements spéciaux et spécifiques pour les possesseurs de véhicules électriques, en te promettant, pas forcément la moitié du temps, mais en gros aux heures creuses, d'avoir des vrais tarifs pas chers. Bon, à voir. Y a Total qui est en train de se renommer Total Énergie, parce que bon, des fois peut-être qu'un jour on arrivera à oublier ce qui était leur vrai métier. Et puis Enedis et tout ça. Et tout ça mis bout à bout, on aimerait arriver à 100 000. Bon, ça reste ambitieux quand même. Hein. 100 000 quoi? 100 000 prises de recharge, c'est ça? Alors, a priori, oui, parce qu'on n'est pas en train de parler de 100 000... Moi, c'est ce que je comprends, hein. On est bien d'accord. Hein. Ils appellent ça des points de recharge, mais les points de recharge, c'est le nombre de prises, en gros. C'est la différence entre une station-service et une pompe à essence. Une station-service peut avoir 16 pompes à essence. Voilà. On ne va pas ouvrir 100 000 stations-service électriques. Je suis en train de... Ça ne se voit pas. Je suis en train de vous faire des grosses guillemets dans les airs avec mes doigts. Non, le but, c'est d'avoir des points de recharge. Et alors, c'est amusant, parce qu'évidemment, on dit, bon, 100 000, ok, difficile. On en a combien aujourd'hui? 30 000. Ah, 30 000. Et moi aussi, c'était à peu près c'est le chiffre qui circulait depuis très longtemps. Donc, ok, très bien, on en a 30 000, il faut qu'on aille à 100 000. Et puis, là, cette semaine, j'ai entendu un sujet, justement, sur l'histoire des 100 000. C'était sur TF1, mon confrère Pierre Galassio, qui est revenu sur un truc, justement, sur cette arithmétique-là. Écoute-le. Mais il y a un autre problème, de statistiques. La France aurait 30 000 bornes de recharge. Mais ici, combien en comptez-vous? A priori, une, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chiffres officiels, cette borne compte pour 2, parce qu'il y a 2 places de parking dédiées autour, même si ce matériel ne permet de charger qu'une seule voiture à la fois.
Nous avons cherché. Impossible de connaître le nombre réel de bornes en France. Et voilà. Donc en fait, tu mets une borne, mais tu peins 2 places de parking autour et hop, tu as 2 points de recharge. C'est formidable quand même. C'est pas mal. Ça me rappelle les subventions sur les vaches en Corse il y a longtemps. Je connais pas du tout. Ah, tu connais pas? Non, je connais pas du tout. C'est compliqué. Je veux pas dire de mal de mes amis corses, parce que j'ai beaucoup d'amis corses et ce sont des gens très bien, mais disons que voilà, la Corse était un pays où tu avais de l'élevage avec des vaches qui étaient au champ, tu vois, que tu allais chercher une fois de temps en temps, qui vivaient leur life. Et pour certains, c'était pratique parce qu'apparemment, il y a des gens qui se partageaient des vaches qui touchaient chacun la subvention. Ah, mais oui, d'accord, ok. Et on disait, elles sont où vos vaches? Elles sont dans la montagne, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Bien sûr. Bah là aussi, j'espère au moins qu'ils ne touchent pas des subventions pour les points de recharge pour lesquels il n'existe qu'un tracé au sol quand même. C'est un peu... mais c'est intéressant parce que cette histoire des bornes de recharge, c'est un truc d'une importance absolument capitale. Enfin, dans l'esprit des gens, en tout cas, au moment d'acheter une voiture. C'est parce qu'en plus après il y a l'histoire des prix. C'est vrai que c'est quand même un truc qui est un peu flippant au début, genre attends mais en plus il y a des prises différentes. Non mais vous t'imagines, enfin bon, c'est comme si tu te lançais en disant bon je vais prendre un smartphone mais que t'as jamais vu une prise USB de ta vie ou tu sais pas si quoi comment. Il y a du sans fil. Bon. De toute façon, tous les pays dans lesquels la voiture électrique s'impose, on parlait de la Norvège la dernière fois, tous ces pays-là en fait ont des s'il y a un dénominateur commun, c'est un peu ça quand même. Peut-être avec le niveau de vie éventuellement, le revenu moyen. Chez eux, on l'avait dit, le revenu moyen, le niveau de vie aide beaucoup, mais c'est le fait que... Mais c'est le maillage du réseau. Voilà. Et que tout à coup, en tout cas, tu sais que tu as toutes les chances d'arriver à bon port. Ce qui est pas encore gagné chez nous. Je te racontais l'histoire de... pour trajet le plus courant que je fais, qui n'est pas un trajet quotidien, c'est aller en Bretagne. Quand j'ai voulu le modéliser sans faire appel au chargeur de Tesla, pour une voiture tierce, et là, tout à coup, c'est pas pareil. Je regardais... C'était non, mais alors, prenez plutôt par la 13, vous passerez à Caen, là, il y a un chargeur, et là, tu vois, il y a de fait un chargeur. Et attends, il faut qu'il fonctionne en plus. Il faut qu'il fonctionne. C'est Automobile Magazine, je crois, qui a fait une étude justement où ils sont arrivés à déterminer. C'est assez gonflé. Moi, je trouve ça mignon comme étude. Je sais pas comment tu as l'idée de faire un truc comme ça, disant que je ne sais plus quelle était la part du nombre de de possesseurs de voitures électriques qui ont découvert des stations inopérantes sur leur chemin. Ah oui, mais c'était un truc de fou parfois. J'avais lu un truc comme ça. J'avais trouvé ça mignon, mais c'est une vraie... Bon, c'est un peu la question de savoir, c'est combien de petits Parisiens n'ont pas jamais vu une vache. Là, ils ont fait l'étude à l'envers pour savoir combien de vaches n'ont jamais vu un petit Parisien. Mais bon, bref. Enfin, tout ça pour dire que sur cette histoire des bornes électriques, quand même, l'exécutif est en train de libérer une aide de 100 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'a précisé à l'AFP Jean-Baptiste Djebari, donc ministre délégué chargé des Transports, et qui explique que voilà, la puissance publique va prendre sa part de ce financement. Les stations seront financées, je le cite, en moyenne à 30%, ce taux pouvant être porté à 40% dans certaines situations, évidemment cumulables avec tout plein de trucs comme la prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique, parce que c'est une véritable question quand tu poses des bornes, parce qu'il te faut quand même pas mal de puissance. Et l'idée, c'est que les stations qui vont être soutenues par l'État comporteront au minimum 4 points de recharge rapide. Ça, c'est une bonne idée, dont au moins 2 bornes en 150 kWh. Ouais. Et là, c'est une double bonne idée. Parce que 150 kWh, là, on est quand même... on est dans la charge très très rapide, qui fonctionne d'ailleurs avec, j'ai envie de dire presque l'essentiel des voitures électriques récentes, dirons-nous, et au moins de moyenne gamme. L'idée, c'est que ça te permet de recharger une grosse partie de ta batterie en une vingtaine de minutes, tout en rappelant qu'évidemment c'est plus facile de recharger une batterie vide que les derniers 10 ou 20% de la batterie, ça c'est plus lent. Ouais, c'est clair. Après, moi, je sais pas ce que tu penses de cette enveloppe. 100 millions ouais. Écoute. Parce que 100 millions qui viennent s'ajouter à une autre enveloppe. Ah qui viennent s'ajouter aux 75% des coûts de raccordement au réseau. Il y a quand même de l'aide.
Parce que du coup, ça revient quand même. Enfin, tu vois, si une prise pour l'électrique, j'avais entendu sur un autre podcast. Alors après, je sais pas ce que ça vaut cette info, mais j'avais entendu comme quoi, en fait, le pistolet d'une station-service, c'était 10 000 $, plus ou moins. Ouais. Que pour l'électrique, c'était 100 000. Et que Ça me pour paraît beaucoup. l'hydrogène, c'était Ouais, 1 million. Là, c'est le million. Mais il y a aussi des questions d'infrastructure. Mais c'est un type qui est voilà, bon après, il faut faire 100 000, attention au la borne de sophisme, mais- recharge, c'est bizarre parce que quand on installe une chez toi, Mais alors ça- évidemment, ça c'est me pas de la paraît- supercharge, mais c'est peut-être le coût total ramené à la Ouais, le prise. coût total de, voilà, tu vois, un truc comme ça. Bon, ça, même si ça me paraît un peu gros, même si tu divises ça par 10, par exemple, ça te fait 10 000 € par borne de recharge. Ouais, c'est pas délirant. Ouais. Ouais, si tu vois, si t'es, C'est pas délirant. si t'es le centre Leclerc du coin et que tu décides que tu veux 6 bornes, ça va te coûter 60 000 €, c'est pas dément. Ouais, c'est pas dément. c'est vrai. Non, mais je pense que voilà. Mais c'est intéressant parce que ce que je disais, c'est que c'est un truc crucial dans l'esprit des gens au moment de se demander si leur prochaine voiture est électrique ou non. Et à mon avis, curieusement, c'est que une fois que ça y est, tu as ta voiture et voilà, tu as réussi, tu as pris le pouls de ta voiture, tu sais comment elle fonctionne, tu sais que voilà, tu pars le matin, tu rentres le soir, c'est bon, tu sais ce que tu as à peu près comme autonomie réaliste sur tes trajets habituels. Ouais. Tout à coup, c'est un truc qui perd totalement de son importance, sauf à des moments spécifiques, quand tu pars en week-end, en vacances, etc. Mais parce que dans la vraie vie, je veux dire, dans l'essentiel des cas, c'est quand même une voiture que tu vas recharger chez toi, Oui. au bureau, enfin voilà. Après, il y a des, je sais, on les connaît, les forcenés qui achètent des voitures alors qu'ils ils n'ont pas, en tout cas à disposition pour eux, d'endroits spécifiques où les recharger. Ils existent, on les connaît, on a leur nom, on les interviewera un jour, mais c'est pas le cas général. C'est un peu, un peu wild. Donc en fait, je pense que si la puissance publique s'y intéresse de si près, c'est pas juste pour répondre à un problème d'infrastructure, c'est aussi parce qu'ils ont compris que c'était un déclencheur pour l'électrification du cheptel automobile. Bah, disons que si tu laisses le marché réguler, après tu te retrouves face au problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'infrastructure, personne n'achètera des voitures électriques, mais si on n'achète pas de voitures électriques, on ne développera pas les infrastructures. Donc si tu n'as pas une puissance politique qui, à un moment donné, a une vision et impulse quelque chose, on va rester au point 0 ou au point 1, 2, 3. Là, c'est un peu ce que tu dis. Voilà, s'il y a une volonté politique, ça peut venir bousculer un petit peu le marché de sorte qu'il puisse se polariser d'un côté ou de l'autre, puis après laisser faire les choses, peut-être. Bien, Thomas, pour la première fois, nous sommes allés tester une voiture. Pas n'importe quelle voiture. C'est toi qui l'as choisie, celle-là. Ouais. Oui, bah, disons que ça faisait partie des voitures que je voulais tester. La Mini, parce que c'est un petit modèle sympa que tout le monde connaît. Moi, je l'aime bien, cette petite Mini. Et je suis tombé sur quelqu'un chez BM qui a été super sympa, qui m'a mis ça à disposition très rapidement. C'était très très sympa. Et donc, franchement, on va vous laisser juge un peu de tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Eh ben, on l'écoute et on s'en reparle. Allez. Bon, Thomas, on est devant la voiture et je pense que un premier constat s'impose. Ça ressemble à une Mini. Ça ressemble à une Mini. Elle est très jolie. Moi, je la trouve très mignonne. Je vois des couleurs. C'est très sympa. Bon, précisons pour ceux qui n'ont pas l'image qu'elle est noire avec un très joli toit blanc avec un grand toit ouvrant. Ouais. Les seuls trucs en fait qui la distinguent, c'est quoi? C'est que y a ce petit logo E argenté sur fond jaune-vert, j'ai envie de dire, à l'avant. Et puis surtout, il y a plus de grille d'aération à l'avant. Normal, puisqu'il n'y a plus de radiateur. Et voilà. Du coup, ils ont encore laissé la trace, un peu comme Tesla avait fait au début avec ses modèles S, à laisser pour pas vraiment trop peut-être déstabiliser l'usager. Je ne sais pas si c'est une volonté de ce type-là, mais elle a une bonne tête, hein. Elle donne envie. Bon, on va faire un tour. On va faire un tour et on va voir comment ça se passe. C'est un petit côté bienvenue dans le turfu. Il y a un petit côté comme ça, en effet. Ouais. Alors évidemment, aucun bruit, bien entendu. On va peut-être desserrer le frein avant. Hop. Ça se fait pas automatiquement si t'accélères. Mais même sur ma thermique, ça fait comme ça. Ah, moi aussi, ça fait comme ça aussi, mais... Alors évidemment, c'est là que tu me dis si je fais n'importe quoi. Serre pas trop. J'ai la place là-bas, là? Oui, la voiture te le dira si tu l'as pas. Éventuellement, ouais, c'est pas faux.
C'est pas faux, c'est pas faux. Je pense que Thomas Degois a un problème avec les voitures compactes. Enfin, en tout cas, pour sortir d'un stationnement. Alors, c'est pas une révolution intérieure, j'ai envie de dire, en termes de design intérieur. Il y a ce joli écran ovale au-dessus du volant, et puis celui central du divertissement qui est encadré par une sorte de liseré de couleurs avec des LED qui varient d'ailleurs de couleurs. J'ai pas réussi à les régler. Donc ça passe du vert au bleu, au rouge, au violet, au rose, etc. Bon, c'est pas mal. Là aussi, ça amuse énormément les enfants. Le centre de divertissement est correct, bien, l'écran est pas géant, hein, autant se le dire, parce qu'on garde quand même énormément de commandes physiques, hein, que ce soit pour l'aération, le contrôle du chauffage, et puis certains contrôles comme le contrôle de traction, ce genre de choses, et puis ce sélecteur que je vois qui va de sport à green, et qui va en gros décider de la puissance de la voiture à un instant T. Pour l'avoir essayé en sport, c'est presque déraisonnable. C'est vrai, parce que justement ça me chatouille depuis tout à l'heure. Alors là on n'a pas d'espace pour le faire, en plus il ne pleut pas, ou plutôt il a arrêté de pleuvoir, donc ça pourrait être sympa sur une bonne ligne droite de s'amuser à ça. Alors on va aller à gauche. Moi je vais te donner une bonne ligne droite. C'est pas forcément intéressant. D'ailleurs, comme l'essentiel des électriques en vitesse de pointe, ce que je n'ai pas testé avec ce véhicule, nous sommes restés sur des routes, mais évidemment en accélération c'est rigolo, et encore une fois amplifié par finalement la taille de la voiture, et puis le fait que tu sois si bas au sol, quoi. Oui, littéralement mes fesses frottent le sol. Là, on est vraiment très très bas. L'écran est de très bonne qualité, hein. Je trouve que l'écran est vraiment très joli, une bonne définition. Je sais jamais la différence entre définition et résolution, mais on me l'a expliqué 2 fois, mais j'ai pas intégré le truc. La définition, c'est le produit de la taille et de la résolution. Ouais, d'accord. Bah voilà, du nombre de pixels, mais sur quel... parce que tu vois, un écran 720p sur la taille d'un 4x3, ça n'a pas une bonne définition. Voilà. Oui, la définition, c'est la densité de points de pixels à l'écran. Ouais, voilà, c'est ça. La densité. Du coup, niveau insonorisation, on est pas mal, j'ai l'impression. Oui, c'est assez correct, mais assez correct. Dans les limites de ce qu'on peut attendre de cette taille de véhicule. Mais c'est agréable à conduire, mais en même temps, on n'est pas quiconque a déjà conduit une Mini sera pas surpris, sauf évidemment par la réactivité, la nervosité en fait de la voiture. Ouais. Truc qu'on n'a pas vu depuis rien en Mini, mais j'imagine que si les Mini, tu sais, les Cooper originales, qui étaient quand même des petites bombes, mais qui étaient quand même des boîtes à savon, en termes de poids et même de sécurité active et passive, je dois le dire. Forcément, on devait avoir on devait avoir à peu près les mêmes sensations, sauf évidemment au démarrage en accélération, parce que là rien ne remplace l'électrique. Mais moi j'ai trouvé la direction agréable, assez précise. Le tout reste assez confortable en fait, même si on est sur la version sportive de la voiture. Moi il y a une chose qui m'a frappé, et c'est là qu'on voit bien que c'est une voiture d'extraction anglaise, même si elle est allemande, c'est la navigation. C'est-à-dire que tu as entre les 2 sièges avant ce gros bouton rond qui te permet de naviguer dans les options. Et ben là, tu vois, par exemple, je suis place passager, et ça me semble tout à fait normal. C'est-à-dire que je vais dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter dans les menus et dans le sens anti-horaire pour descendre. Mais quand t'es place conducteur, t'as l'impression que le bouton a été posé à l'envers. Et ben non, c'est juste une voiture, à mon avis, qui a été conçue avec le volant à droite. Et ça se sent, je sais pas si ça peut s'inverser. Ça, c'est un peu comme ces gens qui inversent le sens du trackpad sur leur PC portable. Ça me choque pas. Il y a beaucoup de boutons quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de boutons. Alors je sais, bon, c'est forcément. Je pense que c'est un truc délibéré de leur part. Oui, c'est forcément. C'est parce qu'on est quand même dans des voitures de nostalgie qui vont parler à des gens qui en ont probablement déjà eu, et que c'est pas forcément sur ce modèle-là que tu vas faire des révolutions d'interface utilisateur. Tu vois, c'est pas. Alors il y a des choses, il y a de la commande vocale, il y a pas mal de choses. La voiture évidemment est connectée, il y a des applis qui vont avec, mais pour le reste, c'est vrai que l'habitacle intérieur, en dehors de l'écran côté conducteur, je pense qu'on prend ses repères. Je suis d'accord sur le fait que l'affichage tête haute, outre le fait qu'il est correct, il est un peu curieusement placé peut-être, sauf si tu mets ton fauteuil très très bas. Pour moi, honnêtement, il n'a pas énormément d'intérêt, parce qu'il reprend des informations que tu as juste en dessous, sur ton cadran. Non, vas-y, voilà. Et là, tu vas prendre à droite, voilà. On est quand même... il y a de l'espace à la tête. Je suis pas allé à l'arrière,
Il y a de l'espace à la tête, ça se dit ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'espace au-dessus de moi. On s'y sent bien. C'est pas comme la 4L, c'est dont le plafond était assez haut parce qu'il avait été conçu pour laisser passer les képis des gendarmes. Non, c'est très sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de trouver une 4L encore aujourd'hui, ça va être compliqué. Sauf si Renault finalement remplit ses promesses et nous sort une ressucée de la 4L. Mais là, au-dessus de la tête, c'est un peu limité. Je sais pas comment ça se passe si tu fais 2m10. En revanche, c'est vrai que oui, devant, il y a beaucoup d'espace. J'ai beau étendre le bras, je ne touche pas le pare-brise. C'est agréable. Alors évidemment, la surface du pare-brise, elle est limitée, c'est une Mini. Mais moi j'ai trouvé honnêtement, venant d'un véhicule plus imposant, qu'on prend quand même vraiment rapidement ses marques. Ouais. Un petit bémol, mais c'est probablement juste une question d'habitude. La caméra de recul, qui est bien présente, qui est bien là, je sais pas, j'ai eu du mal à trouver mes marques au moment de me garer en marche arrière dans des espaces un peu contraints. Là encore, probablement que voilà, si une semaine ou 2 semaines de plus, et je pense que ça aurait pas été un souci. C'est vrai que de toute façon, quand tu passes d'une voiture à une autre, t'es toujours dans une phase d'adaptation. Et alors ça marche dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'évidemment, comme à chaque fois que je sors de quelques dizaines de kilomètres avec une électrique, quand je rentre dans ma voiture thermique à moi, j'ai l'impression de reprendre un veau, voir un tracteur. Ouais. Bon, on rigole, mais on a raté la sortie. Et merde, voilà. Et c'est pas celle-là non plus. Alors attends, hop, on va faire ça. Tac, voilà. Ouais. Bon, c'est agréable à conduire quand même. C'est super agréable. Très franchement, c'est très agréable. La direction est super sympa. L'assise est très bonne. Les finitions, d'ailleurs, de la sellerie sont super chouettes, je trouve. Ouais. Puis ça répond bien, quoi. Ça répond bien. Le freinage régénératif, il est très bien. Que tu peux régler, évidemment. Oui. Oui, tu peux régler ça. Parce que ça surprend. Moi, en tant que conducteur, ça me gêne jamais, le freinage régénératif. C'est-à-dire que t'as un gros frein moteur dès que tu lâches l'accélérateur. En revanche, je connais des passagers et des passagères à qui ça file quand même la nausée. Parce que voilà, dès que tu lâches l'accélération, ou dès que tu arrives à une intersection, t'as l'impression vraiment que quelqu'un est en train de se remettre en première. En gros, si on était sur une boîte manuelle, et c'est vrai que ça a de quoi surprendre, disons-le. Voilà, réglage dynamique, nous dit le sélecteur de mode de conduite. Et cet écran est magnifique, franchement, je trouve. L'écran est très joli. Ouais. Donc on est à l'arrêt et on met pied au plancher, c'est parti. Alors oui, en effet, ça envoie pas mal. Ça envoie pas mal. Évidemment, on n'est pas sur une fulgurance à la Tesla, bien entendu, mais c'est normal, c'est le tiers du prix. C'est un véhicule qui est au tiers du prix, donc bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ça. En revanche, c'est progressif. On a fait le 0 à 60 peut-être en 3 secondes, je pense, un truc comme ça. 3 secondes et demie. Il y a moyen de s'amuser. On peut se faire peur aussi si on fait ça au mauvais endroit. Donc pour le côté thrill, c'est là. C'est amusant parce qu'en fait, tout à coup, l'électrique va rendre beaucoup plus de voitures, j'ai envie de dire sportives, parce qu'évidemment, tu vois, le côté vitesse unique, entraînement direct, ce genre de choses fait que les accélérations et les démarrages aussi ont rien à voir avec ce qu'on a connu sur le thermique. Mais soyez prudents quand même, restez prudents. Bon, elle t'a bien plu cette petite mini SE ? Ben oui, elle est super. Elle est super chouette. Moi, j'ai écouté, pour te dire, il y a eu un peu de montage, évidemment, sur ce petit reportage. C'est pas tout fait en live, vous croyez quoi ? Et c'est la première fois que j'enregistre un truc à 2 en voiture. Moi, je me suis beaucoup auto-enregistré en voiture, mais donc, en fait, j'écoutais plus le son que le test. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question qui m'est venue sur Twitter, qui nous disait, mais oh là là, le son est super de votre podcast, j'adore vous écouter dans ma voiture. La question ne disait pas dans quelle voiture il nous écoutait et quel système sonore, mais moi je peux vous répondre, c'est pas très compliqué. Alors de mon côté, j'ai des trucs très beaux, très chers, parce que c'est un métier, et donc si vous voulez craquer pour un très bon micro, vous pouvez acheter un Heil PR40. C'est pas dispendieux, c'est pas comme les micros de studio à 3 000 € pièce, non, c'est baissé quand même. Je l'ai acheté il y a une 12aine d'années, donc on va dire que le prix s'oublie, la qualité reste, mais je crois que ça m'a coûté quand même
je l'avais acheté aux États-Unis aux alentours de $400. Le tout couplé à un Rodecaster Pro, le truc indispensable si vous voulez faire du podcast. Essayez même pas de faire sans. Enfin, vous pouvez essayer, mais vous allez perdre un temps fou. Mais c'est du côté de Thomas que se situe la vraie innovation. Thomas, fais-nous écouter ta douce voix. Oui, bonsoir. Alors, j'ai un micro super sympa qui vient qu'un ami m'a prêté. On va dire que c'est moi, c'est pas un ami d'ailleurs, c'est un Shure. On connaît Shure parce qu'évidemment ils font ce qui est le tracteur Massey Ferguson de la radio et de la télé, qui est le Shure SM7, qu'on voit partout. Si vous voyez un micro de radio d'ordinaire, c'est un Shure SM7. Vous savez, le gros truc, un gros tromblon bien noir. Et voilà, ça c'est le standard partout. Et en fait, ils ont récemment sorti ce qui ressemble au petit frère du Shure SM7, à la fois en taille, mais aussi en prix, mais surtout intéressant pour des gens comme Thomas, dont le son n'est pas le premier métier. S'appelle le Shure MV7. Il ressemble au même SM7, mais en un peu plus petit, et surtout il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un micro, on se parle de nos villes, ça n'a plus rien à voir avec la voiture, je suis désolé, mais la question est venue, donc j'y réponds. Vous avez des micros qui se branchent avec une prise audio XLR, un gros truc à 3 broches avec un gros casque, mais après il faut le brancher sur autre chose, une interface audio, etc. Ou alors vous achetez un micro avec une interface USB que vous allez connecter à votre ordinateur ou à votre smartphone. Eh bien lui, il ne fait pas l'un ou l'autre, il fait les deux. Ce qui est pas si courant que ça veut dire qu'il y a une interface audio à l'intérieur. Vous pouvez le connecter à votre smartphone, à votre ordinateur. Vous branchez un casque directement dessus pour vous entendre quand vous parlez. C'est bête, mais c'est important. Et surtout, il est livré avec des logiciels qui permettent, en gros, de faire ce que moi je fais avec mon Rodecaster Pro sur la compression, le son, le fait. Et tout à coup, sans avoir une expertise du micro, sans que ce soit votre vie et votre job, tout à coup, vous sonnez vachement bien. Je ne sais pas ce que ça change pour tes appels sous Zoom de toute la journée. Écoute, beaucoup de compliments sur ma voix, notamment. Mais oui, parce que c'est ça son, surprend en fait, ça surprend. Et le son, c'est toujours le truc qui pêche. C'est-à-dire que les gens ont fini par apprendre à soigner un peu l'image, genre je suis pas dos à la fenêtre ou ce genre de choses. Mais le son, c'est toujours un truc qui crache. Et voilà. Donc si je dois vous recommander, alors d'abord, je vais remercier Shure qui nous a fourni ce micro. Un jour, on leur renverra peut-être. Oui, si. Enfin, on mettra autre chose. Oui, je sais. Apparemment, il faudra aller le chercher physiquement chez Thomas Degoin. Mais voilà, je voulais vous le conseiller parce que honnêtement, on a tous nos fétiches. Moi, dans la vie, qu'est-ce que j'ai comme fétiche ? Les bagages et les micros. En gros, c'est tout. Et là, j'avoue, sur MV7, vraie belle découverte, surtout de simplicité pour un truc qui vous sort un son qui ressemble à un bon son de radio. Alors, ça vaut pas forcément ce que j'ai devant moi, mais c'est pas le même prix non plus. Le MV7, je crois que c'est 249 €. Et bon, là aussi, c'est un peu coûteux, mais honnêtement, là aussi, la qualité a rien à voir. Si vous voulez faire youtubeur ou si vous passez vos nuits à jouer sur Discord, tout à coup, c'est amusant de voir à quel point être le mec qui a le meilleur son, ça change tout à la conversation. Tout à coup, on vous écoute. Ouais. C'est bête, hein ? Ouais. C'est plus plaisant, déjà, à écouter. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu retiens de la Mini ? Qu'est-ce que je retiens de la Mini ? Je retiens... alors, si on doit faire des pros and cons, je dirais que en termes positifs, c'est une électrique. Donc fatalement, en fait, la conduite est ultra agréable, pas de bruit, pas de vibration. T'es tout de suite un peu plus... alors zen, ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans ce que les gens disent de leur expérience de l'électrique. Même si elle peut aussi s'énerver un peu si tu la chatouilles un peu. Après, moi si je devais mettre les cons... Je dirais que, mais après c'est vraiment un point de vue ultra personnel, que y a un petit peu trop de boutons, un petit peu, c'est pas assez, si tu veux, le style de conduite n'est pas en accord avec le rendu visuel que tu as quand tu te poses dedans, mais ça en fait c'est surtout dû au fait que comme tu disais tout à l'heure, en fait, les marques ont aussi un public qui est habitué à certaines choses, et du coup, s'ils commencent à tout épurer, c'est pas forcément le but du jeu. Ouais, et puis surtout, je pense que si tu achètes une Mini, c'est parce que c'est une Mini que tu veux.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas forcément juste une réévocation de la Mini. C'est très fidèle. Ouais. Alors, il y a quand même plein de trucs qui ont changé. Hein. L'afficheur a rien à voir. Enfin, il y a quand même des choses qui sont différentes. Mais de l'extérieur, si tu ne remarques pas l'absence de pot d'échappement et si tu vois pas le gros logo sur un petit fond vert, là, etc., à la limite, tu pourrais même pas te douter que c'est une électrique. Ouais. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, quand même, c'est on a entendu que l'écran m'avait beaucoup plu. C'est vrai que l'écran était super sympa. Surtout et le son surtout aussi. Sa définition. Ouais, la définition. Alors voilà, la définition de l'écran était vraiment nickel. Donc très agréable. La sellerie aussi, je trouve que c'est super sympa. Ils ont mis une espèce de petit réhausseur. Enfin, pas réhausseur, mais un petit prolongement en fait que tu peux un peu amovible, comme les fauteuils que tu peux incliner et qui tout d'un coup vont te soutenir un peu les jambes. Ça, je trouve que ça a l'air de rien, mais en fait, c'est super agréable. Je pense surtout sur les longs trajets. Alors les longs trajets, parlons-en. Avec la Mini, on va pas aller très 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 loin avec la Mini en termes d'autonomie. Voilà, donc c'est ça. J'avoue que l'autonomie, mais peut-être parce que aussi, si tu veux, ça a dû être calculé sur, comme c'est une voiture de prêt, les gens tirent dedans. Donc le calculateur t'affiche une autonomie, je pense, qui tient compte des derniers kilomètres parcourus. Oui, enfin, on va dire que c'est plus une citadine qu'une routière, on va pas se mentir. C'est une citadine, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu flipper quand j'ai vu, tiens, je suis parti de chez BM jusqu'à chez toi. Et il doit y avoir quoi, 10 minutes de route à tout casser, si je me trompe pas de sortie, voilà. Du coup, ça avait quand même perdu 10%, tu vois. Donc bon, ça fait un peu mal quand même, mais encore une fois, c'est sûrement un peu biaisé par l'utilisation que les gens en ont eu parce que c'est une voiture de prêt, je pense, enfin d'essai. C'est une bonne question. On se la reposera la prochaine fois. Je leur laisse à BM le bénéfice du doute là-dessus. Ouais, tout à fait. Je sais plus quelle est l'autonomie affichée en tout cas. Je sais plus non plus. C'est un peu dommage. Enfin, honnêtement, le ressenti qu'on a eu et ce que j'en ai lu ailleurs, c'est que c'est une super chouette citadine, mais qu'après pour la route, l'autonomie est quand même un petit peu limite pour une voiture qui est proposée selon les versions entre en gros 32 et 40 000 euros. Mais ce que tu achètes, c'est une Mini qui fait de la route. C'est ça. Pas grand monde, par contre, faut être c'est vrai qu'il faut aimer Mini parce que quand tu arrives sur ce genre de prix, du coup, quand je disais que c'était le tiers d'une Tesla la dernière fois, bon, je n'ai pas précisé quel modèle de Tesla. Oui, mais alors attention, parce que c'est plus le tiers d'une performance à l'époque, éventuellement. Ou d'une Model S, mais attention, les prix que je t'annonce aussi sont avant prime, avant tout ça. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il va falloir continuer à détailler quelques temps au moins. Ça, c'est pour les constructeurs existants qui s'adaptent, qui refont leur gamme et tout ça. Mais évidemment, le truc qui a fait du bruit ces dernières semaines, c'est l'arrivée possible, attendue, éventuelle, d'Apple dans le monde de la voiture électrique. Et alors là, on aimerait se dire qu'avec le temps, tu vois, les informations convergent, on commence à comprendre ce que... j'ai envie de dire pas du tout. Alors, on comprend qu'Apple est sur le coup, mais c'est pas nouveau, hein, ça fait 7 ans qu'ils sont sur le coup, qu'il y a donc ce projet Titan à l'intérieur, caché probablement dans un sous-sol du QG de Cupertino. C'est pas secret, parce qu'évidemment, ils ont largement embauché. On a même eu vent à un moment qu'ils avaient débauché. Alors, on s'est dit, ça y est, c'est la fin du projet Titan, que se passe-t-il ? Enfin, non, c'était pas la fin. Ils ont débauché l'ancien patron de l'IA de Google, ils ont débauché l'un des anciens patrons de l'ingénierie de Tesla. Enfin, voilà, là, le doute n'est pas permis. C'est pas pour faire une imprimante qu'ils les ont embauchés. Donc voilà, Apple travaille sur une voiture électrique, sur la voiture électrique, sur la mobilité électrique, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une rumeur chasse l'autre. C'est-à-dire, la dernière et la chose la plus sérieuse qu'on a entendue jusque-là, c'était Hyundai, chez qui quelqu'un, un cadre, a dit oui, absolument, nous travaillons avec Apple. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça, pas parce que je connais bien Hyundai, mais parce que je connais bien Apple. Et ça, normalement, c'est impossible. C'est-à-dire que personne n'annonce des choses pour Apple à la place d'Apple. Ça n'arrive jamais. Ou alors si, mais tu te fais rattraper par la patrouille. Oui, c'est ça.
J'ai pas vu dans quelles conditions l'annonce avait été faite. Je crois que c'était pendant une conférence de résultats, quelque chose comme ça. Enfin voilà, on leur posait la question des collaborations. Mais ça ressemblait plus au genre de choses, tu vois, qu'un cadre de Hyundai t'aurait raconté dans le creux de l'oreille à la fin d'une soirée arrosée dans un karaoké à Séoul. En disant, au fait, et sinon on travaille cap. T'en veux une bonne? Tiens, un scoop. Ah ouais, non, et pour l'avoir vu d'assez près, parce que Apple travaille avec plein de gens, mais les gens en question, ils communiquent jamais sur ce qu'ils font avec Apple. Bah ouais. Parce qu'Apple partage pas. J'ai pas vu de mecs communiquer, tiens, c'est nous qui faisons les écrans des iPads. Alors ça se sait finalement. Si, enfin oui, j'imagine que oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, Apple, en fait, tu vas sur le site et Apple liste, il y a tous leurs partenaires industriels. Mais ça, c'est au nom de plein d'engagements sur la sécurité, etc. Et les conditions de travail, l'écologie, le reste. Mais le détail, c'est vrai que tu l'as rarement. Ce que je racontais dans un autre podcast, c'est qu'un jour je suis allé visiter il y a bien longtemps une usine d'écran justement en Corée qui était coopérée par LG et par Philips à l'époque, ça n'existe plus ça, et où ils faisaient des écrans pour LG, pour Philips, pour faire des télés, mais aussi des moniteurs pour l'informatique, etc. Et les visites là-bas, c'était quand même très limité. On te montrait vraiment 3 fois rien. Donc, à un moment, j'ai chouiné en disant que c'était un peu compliqué de faire de la télé sans images. On a fini par me laisser aller jusqu'au bout de la ligne de production. C'est vrai que sur le papier, c'est pas bien méchant. Tu vois, à la fin, tu vois des gens qui mettent des panneaux LCD dans des supports en carton et qui les mettent dans des grandes boîtes. Sauf que c'est là que j'ai vu les panneaux qu'ils envoyaient à Apple. Et que là, c'était panique à bord, quoi. Et donc non, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'Apple qui communique pour Apple et qu'elle est surtout sur un truc. C'est-à-dire, pour un partenaire, parler d'un produit pas encore annoncé chez Apple, il y a plusieurs manières de se suicider, mais celle-ci en est une. Oui, ça peut vite être dangereux. Mais alors du coup, après, moi, c'est vrai que la voiture Apple, comme tu disais, ça fait depuis 2014. Je crois que le projet avait été lancé. Ils avaient embauché, je sais plus, c'est pas au QG, c'est à côté. Je crois ils ont 1000 personnes qui travaillent là-dedans. Moi, ça me paraît dément, mais en même temps, ils en ont viré quelques centaines en fait entre temps, parce que quand il y a eu des rebondissements comme quoi finalement les pourparlers étaient arrêtés, etc. Je sais qu'il y a eu quelques. Allez, si on ne veut pas dire centaines, ça va être dizaines, mais bien minimum, de personnes qui avaient été licenciées à un moment donné parce que c'était plus vraiment dans les tuyaux. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que, enfin voilà, déjà quand ça peut arriver? Alors on parle de 2025, c'est ça? 2024? J'ai vu 2024, 2025. Il y a un analyste qui dit 2024, 2025, et d'autres qui disent 2027. Oui, mais c'est bien de nous dire quand, mais j'aimerais bien qu'on nous dise quoi, même vaguement. Ah oui. Est-ce que c'est une voiture personnelle? Enfin, tu vois un truc à 2 ou 4 places. Est-ce que c'est... On a tout vu, hein. On a vu qu'ils avaient essayé de racheter Canoo, qui est ce constructeur qui fait... des trottinettes? Non. Ah non, ça c'est... Mais non, je confonds. Non, des espèces de navettes 100% autonomes, un peu comme ce que fait Navia en France. C'est-à-dire des trucs du dernier kilomètre, quoi. Tu vois, qui vont t'amener de la gare jusqu'à ton bureau. Alors là, il n'y a pas de volant, tu t'assieds à l'intérieur. De façon complètement autonome, Voilà, bon, c'est chouette. Moi, j'ai essayé les trucs, la navette de Navia, en revanche. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'étais pas très très impressionné. C'est-à-dire que de fait, c'était vraiment autonome. Mais alors, c'était d'une lenteur. Ah bah là, T'avais pas l'impression d'aller en voiture, tu vois. T'avais l'impression, tu vois, d'être dans de espèce de mini truc électrique qui se déplace dans l'usine, tu vois. Je l'avais vu en fonctionnement, j'ai pas essayé, mais j'avais vu ça en vidéo, et c'est vrai que c'était particulièrement prudent, on va dire, en termes de déplacement. Absolument, c'était d'une prudence, ça allait à un train de sénateur. Bon, c'était pas fait pour aller vite, mais c'était fait pour aller bien. Il l'a mis sur un pont à Paris, le pont d'Austerlitz, je crois. Et il y a eu d'autres expérimentations ailleurs. Moi, je l'avais vu au CES de Las Vegas, où j'en ai fait le tour du pâté de maison. C'était sympa à l'intérieur, c'est chouette, mais voilà. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, c'est un truc de transport collectif. Alors, où on n'est pas nombreux, mais quand même. Et Apple qui fait du transport collectif, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ils vont forcément,
Forcément. Qui suis-je? C'est ça. Mais non, mais Thomas évidemment qu'il Degois faut vous faire l'annonce ici. en Exactement, premier. écoutez-moi bien, attention, je suis en train de vous... Là, je vous lâche une info. Non, mais ils vont forcément faire une voiture, tu vois. Je veux dire, j'imagine pas autre chose qu'une voiture personnelle. Après, mais je pense que personne n'imagine autre chose. C'est Parce que qu'une peut-être- trottinette, bon... Est-ce qu'il pourrait aussi se limiter et dire nous, on va faire les technologies qui vont, alors soit pour le divertissement, la connectivité, le machin, nanan. Pourquoi pas la voiture autonome, mais là, ça commence à être un peu compliqué. On a l'impression qu'il partirait d'un peu loin. Moi, j'ai beaucoup aimé un truc, c'est fin janvier, là où tout à coup les rumeurs s'affolaient pas mal. Quelqu'un me dit non, mais il y a Apple, ils sont en train de signer avec Stellantis. Stellantis, c'est le nouveau C'est nom Peugeot, de l'alliance issue de la fusion de PSA, Fiat Chrysler, etc. etc. Et j'ai quoi? Apple a signé chez PSA? Mais vous êtes sérieux? Et en fait, évidemment, encore une fois, c'est pas du tout Apple qui a dit rien de tout ça. Non, c'est notre ami Carlos Tavares, qui est donc nouveau patron de Stellantis, donc PSA Fiat, qui dit que, en fait, spontanément comme ça, il est ouvert à l'idée de travailler avec Apple. Ouais, tout d'un coup, ça renfle. Attends, mais le pire en plus, c'est qu'il prend même des précautions oratoires. Tant que ça ne crée pas de dépendance technologique, qui mettrait en danger l'avenir du constructeur. Alors, Carlos, Il faut qu'on te dise d'abord, quelque chose. je pense que c'est comme Fight Club. Travailler avec Apple, c'est la première règle, c'est que on n'en parle pas. Donc déjà faute, mais parmi les rumeurs, il y avait un des constructeurs, je ne peux pas le citer parce que j'ai peur de me tromper, avec qui les négociations se seraient arrêtées parce que il se serait aperçu que Apple n'avait aucune intention de partager la vedette. En gros, si tu travailles avec Apple, c'est sous marque Apple. T'es en marque blanche. Voilà, comme quand LG fait des écrans pour Apple. Il n'y a pas marqué LG dessus. Ou peut-être en tout petit, sur un composant, dans un coin qu'il faut démonter, etc. Même si c'est pas secret. Alors, je peux comprendre qu'un constructeur le vive mal, mais en même temps, comment, encore une fois, en serait-il autrement? Moi, c'est toute la liste des questions que ça pose sur qu'est-ce que ça veut dire Apple qui fait des voitures? Ça veut dire le SAV, déjà, t'imagines, toi, le truc du SAV? Ne serait-ce que la vente. Alors, la vente, tu fais quoi? Il y en aura une dans un Apple Store, ok, mais... Après, non, mais la vente, ce sera par Internet, ça, c'est sûr. Et on te la après, livre. où est-ce que tu les... Ouais, voilà, tu vois. Enfin, je pense que Tesla a quand même pas mal... En fait, Tesla aussi a complètement révolutionné le marché de la voiture, enfin, de l'automobile. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière dans On refait le Mac, le podcast de mon ami Olivier Frigara. C'est que, en fait, tout ça ferait rêver, mais de prime abord tout de suite. C'est genre, oh, putain, génial, ça y est, Apple fait sa voiture électrique et machin. Si Tesla avait pas fait à la voiture ce que Apple d'ordinaire fait aux autres, c'est-à-dire que c'est tout a changé, c'est-à-dire que sur le réseau. C'est l'iPhone en fait. Oui, c'est amusant parce que moi je me souviens au début, avant qu'on voit la Model 3, qui était quand même l'aboutissement du truc, on disait que la Model 3 c'était un peu comme le premier Macintosh, c'est-à-dire le truc qui renverse la table, quoi. Ouais. Qui dit non, voilà, c'est fini, maintenant on va faire comme ça. Et alors au début évidemment tu dis t'es sûr et en fait oui, bien sûr, tout le monde finit par faire pareil, mais c'est compliqué parce que c'est pas une activité de constructeur automobile, c'est pas un truc c'est pas très plug and play par rapport à l'activité d'Apple aujourd'hui. De fait, alors tu peux exposer des voitures dans les Apple Store. Ok, super, mais après, tu les vends où? Comment se passe? T'as raison, le service. On sait qu'il y a moins de services sur les électriques, mais quand même. Et puis en plus, ça c'est un argument qu'on entend beaucoup plus récemment, c'est pourquoi ils vont dans un truc où... Enfin, tout est très cher quand tu fais de l'automobile. T'as des problèmes réglementaires, t'as tout ça. Bon, bref. Et puis en plus, les marges sont fines, quoi. Oui, alors qu'Apple fait plutôt des grosses marges, donc... Ouais, c'est-à-dire qu'en dessous de 30 à 40% de marge brute, et encore je suis très généreux, normalement c'est des trucs dans lesquels ils ne se lancent pas, parce que c'est pas du tout ça leur business model. Donc
Je sais pas. Pour moi, l'explication vraiment rationnelle, le truc, tu vois, de Tim Cook qui regarde le dossier, c'est de dire, bon, c'est combien le marché de l'automobile dans le monde ? C'est quoi ? C'est 2000, 3000, 5000 milliards de dollars ? Ah non, ça, c'est avec l'énergie et le reste. Mais voilà le truc qui peut rajouter 1000 milliards de dollars de valeur à la capitalisation boursière d'Apple. Bon. Puis en plus, ils ont quand même une valeur ajoutée, c'est-à-dire que eux, ils développent leur propre processeur, ils intègrent pas mal de choses. C'est quand même des cadors en termes de, enfin en tout cas en termes d'informatique, d'IA, etc. Je pense qu'il y a quand même un gros potentiel à injecter dans la voiture. Donc, et puis on oublie, mais en termes de design industriel, parce qu'évidemment la première chose, et de design industriel, c'est quand même qu'on a envie de voir à quoi elle ressemblerait cette voiture, mais juste une ébauche, un truc, enfin. Oui, c'est vrai que ça attise forcément la curiosité. Ouais, de se poser la question de savoir, mais en quoi est-ce qu'elle serait différente ? C'est exactement ce qui s'est posé il y a 10-12 ans, un peu plus, quand on a dit Apple va faire une télé. Tu vas voir, Apple, ils vont faire une télé. Et là, évidemment, on se posait tous la question de savoir, mais tu vois, une télé qui est un truc assez normé, hein, c'est un écran, d'ordinaire, c'est plutôt 16/9. Et puis encore une fois, c'est produit par des gens qui ne sont pas Apple. Parce qu'en plus, Apple a pas ou très peu d'usines en propre. Ils reposent pour l'essentiel sur des partenaires. Alors, ils ont leur propre propriété intellectuelle, on l'a dit, sur les processeurs, sur plein de choses. Mais ils assemblent, mais c'est difficile d'être un fabricant sans usine. Parce que quand même, ton expertise et ta valeur ajoutée, c'est, comme dirait, c'est Elon Musk qui l'a dit, ça, c'est d'abord d'arriver à construire l'usine qui va construire la voiture. C'est ça. Ouais. Et quand on voit ce que de son côté Tesla fait sur l'intégration totale, on le disait il y a 2 ou 3 épisodes, tout à coup ils vont se mettre à creuser une usine de lithium quasiment à l'arrière de l'usine, une mine de lithium carrément. Au Nevada. Voilà, dans le Nevada, juste à côté de l'usine Tesla, justement pour arriver à intégrer ce truc-là en plus et pas reposer sur des fournisseurs, etc. On voit, il y a c'est d'ordinaire le genre de truc. Pour le coup, qu'on serait attendre à voir Apple faire. Alors évidemment, Apple, ils ont un gros avantage, c'est le chéquier en diamant. Oui, alors ça c'est vrai que ça coûte 1 milliard, 3 milliards, 8 milliards, 12 milliards, c'est pas grave, on les a. C'est un seul, pour eux, c'est un seul chèque. Mais à côté de ça, ils sont quand même... c'est pas... Mais il faut un business model quand même, parce que, encore une fois, tu vois, genre Tesla en fait a coupé l'herbe sous le pied à Apple. Dans le sens où... Oui et non, parce qu'ils sont lancés il y a longtemps, donc ils ont eu le temps de les voir venir. Oui, ils ont eu le temps de les voir venir, ok. Mais, maintenant, comment Apple va inventer une voiture différente, avec une valeur ajoutée réelle, par rapport à une Tesla ? À mon avis, en fait, ils vont s'aligner sur le même type de voiture. Ils vont bénéficier de leur propre ingénierie d'IA pour les voitures, pour une voiture autonome. Et ça, déjà, en fait, ça justifie l'investissement. C'est-à-dire que s'ils arrivent à faire une voiture qui soit un peu futuriste, on dit souvent qu'une Tesla, c'est comme un iPhone, mais sauf que c'est une bagnole. Eux, ils ont inventé l'iPhone. Quelque part, ils ont quand même une légitimité. Donc, s'ils font une voiture qui arrive à se positionner au même niveau que Tesla, mais déjà le problème, c'est qu'il faudra la vendre à un prix qui soit pas non plus une voiture d'ultra luxe. Parce que Tesla est en train d'atteindre les économies d'échelle. Et Tesla va rester sexy. Et Tesla va puis surtout, Tesla va continuer d'avoir de l'avance. Et surtout, Tesla est plus seul. C'est-à-dire que tout à coup, dans des budgets, si tu veux, dès que tu taquines des budgets, des prix de voitures à 6 chiffres, là, tu trouves la dernière Audi, par exemple, qui vient d'être dévoilée, qui est absolument incroyable, et qui ressemble à une Audi. Enfin, là, tout à coup, tu vois, Jaguar qui dit on va être 100% électrique. Enfin, ça manque pas d'offres. Et en même temps, on sait rien, mais on a du mal à imaginer qu'Apple commence sa carrière dans l'automobile par une voiture low cost. Non. Ça, je pense qu'il y a peu de choses sur lesquelles on peut parier de manière décisive, mais ça, je pense que clairement, c'est pas dans leur culture. Donc, ça pose je me demande plein de questions. Je me demande comment ils vont pouvoir faire pour faire un produit qui sera... Alors c'est vrai que Tesla du coup a impulsé quand même avec toute la polarisation de l'électrique au niveau de l'automobile. Il y a quand même une montée en gamme en fait. Ça c'est bon pour Apple je pense parce que c'est leur positionnement, ils sont haut de gamme. Mais comment ils vont pouvoir faire une voiture qui va réussir à venir concurrencer à un prix qui sera quand même forcément un peu élevé, hein. Je pense qu'on sera sur des 50 000 balles, 60 000 balles, 70 000 balles. Tu me diras, tu as aujourd'hui des gens qui
qui claquent un pognon dingue juste pour avoir le dernier truc Apple parce que c'est des fans de la marque, etc. Et ils sont nombreux en plus. Ouais, Non, mais qu'est-ce que tu vas rajouter en plus, tu vois? Tu vas bénéficier des dernières technologies de batterie, ok, mais il y aura des mecs comme Tesla qui, eux, auront des économies d'échelle, qui veulent pas se faire bouffer leur part de marché, et qui, voilà, donc à mon avis, Apple va grappiller quelques points de marché, et déjà, rien qu'avec T'es ça, comme ça, toi. ils vont faire... non, on, mais on dirait enfin, Steve Ballmer à l'époque patron de Microsoft quand on a découvert l'iPhone en disant mais non mais c'est pas ça le marché les enfants non. ouais, non, ah bon, où est-ce que non mais je comme dis une c'était énormité, le patron de BlackBerry de l'époque genre mais non mais c'est pas de ça dont les gens ont besoin. Tu non, vois mais ce que lui, je veux c'était dire. la méthode Coué, lui c'est la méthode Ah, Coué. et c'était tous la méthode Cohen. Ne jamais oublier que le meilleur vendeur, c'est le type qui vous vend ce qu'il a. C'est pas. Oui, il va pas vous dire ah oui c'est vrai j'aurais bien aimé faire le même. Non ça marche pas. Ah, mais comme après, ça. bon voilà, tu peux impulser sur quoi? Sur l'autonomie, sur le FSD, qui sera le FSD d'Apple. La conduite autonome s'il te plaît en français. Oui, voilà, la conduite autonome, c'est vrai. Et après, sur quoi d'autre? Parce qu'on, enfin, je sais pas. Puis, il y a évidemment le design et des aspects de qualité perçue sur lesquels je pense que voilà. Moi, j'attendrai évidemment avec impatience et gourmandise la keynote de lancement. Alors là, celle-là, elle va être si tout fuite pas avant, ça va parce être que phénoménal. Ouais. déjà que c'est difficile de pas faire fuiter un smartphone. Alors pas faire fuiter une voiture. Tous les constructeurs te diront que c'est vraiment super difficile. Quoique Renault, je crois, a réussi avec sa R5, mais il faut dire qu'on les attendait pas trop. Alors que là, Apple, évidemment, c'est... Il y a déjà des mecs qui ont lancé des drones, tu vois, au-dessus du Cupertino, en disant elle est où Faites-moi voir la voiture. Parce que le problème, c'est qu'une voiture, il faut quand même bien la faire rouler. Et tu peux pas la faire rouler juste dans le parking souterrain. Tu vois, bon, bref. Et puis, tu le disais, il y a des choses sur lesquelles ils partent d'assez loin, hein, sur la conduite autonome, sur tout ça. C'est intéressant. Et puis même parce s'il que fonctionne avec Kia, avec Kia Hyundai. Bon, après, moi je me dis, bon, comment déjà tu gardes la main, mais ça j'imagine que des questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais dont les réponses sont limpides pour certaines personnes qui connaissent bien le truc, mais comment tu gardes la main sur le contrôle qualité, sur les finitions, sur le... Ah non, mais ça, tu me diras... Ouais, ils savent faire en fait. Ouais, je suis pas très inquiet. Ce qui est intéressant, c'est tout à coup de voir à quel point l'électrique est l'occasion pour plein de gens de rentrer sur ce marché. Alors il y a des fois ça marche et d'autres fois ça marche pas. Regarde Dyson par exemple qui voulait faire une voiture électrique. Finalement, alors c'est rigolo parce qu'évidemment ça donne chez des gens, des confrères un peu paresseux, le côté Dyson défie Tesla. Oui alors attends, sors ta voiture d'abord, tu vois, et puis après on verra. Je pense que Tesla pourra plus vite sortir un aspirateur que Dyson une voiture quand même. Mais ça, ce serait du trolling. Et on vous met le petit aspirateur Tesla pour bien nettoyer votre voiture. C'est ça. Et maintenant, gratuit avec votre Tesla. Voilà. Mais c'est intéressant parce que regarde, l'année dernière, je me souviens, la dernière fois que je suis allé dans un salon professionnel, donc début 2020, au CES de Las Vegas, on a tous découvert Sony a fait une voiture. Quoi ? Ouais, Sony a fait une voiture. Et de fait, sur le stand de Sony, il y avait une voiture électrique. Enfin, électrique, moi je ne l'ai pas vu rouler, mais de fait, elle était électrique. Magnifique. Et c'est là qu'on nous a dit, non, mais en fait, on n'a pas vraiment fait une voiture. On a fait une voiture, coquille. mais qui soit une vitrine de technologie qu'on a déjà. Par exemple, sur la navigation, sur l'audio embarqué, sur les capteurs, sur plein de choses, etc. Et le plus drôle, c'est que ils ont pris des luxes de précaution en disant non, attendez, Sony, non, on n'est pas en train de faire une voiture. Et en fait, voilà, le mois dernier, au moment du CES de Las Vegas virtuel cette année, tout à coup, on a vu arriver des vidéos de la Sony Vision S, mais qui roulait sur la route. C'est là qu'on a compris qu'en fait, c'était la voiture elle-même avait faite en coopération avec Magna et avec d'autres. Et Sony dit toujours rien. Enfin, on montre tout ça à l'intérieur, c'est très joli. Ça ressemble à une voiture chouette avec aussi une espèce d'écran très très large à l'intérieur et avec des rétroviseurs embarqués à caméra. Enfin, c'est pas mal du tout. Mais on n'est plus dans la seule vitrine technologique. C'est-à-dire qu'on dit non, elle a 2 moteurs, 200 kW chacun, etc. On fait 0 à 100 en 4 secondes 8. Enfin, et tu dis, attendez, je pensais que vous n'étiez pas fabricant de voitures électriques. Non.
Non, voilà. Non, mais on s'amuse un peu, voilà. Et il faut occuper son temps libre aussi. Hein, donc. Et mais je pense aussi que c'est. Elle est belle quand même. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle Elle a plein de sortes d'inspirations, moi, que je trouve assez réussies. Mais peut-être que c'est juste la tentation de se dire, regarde, dès qu'on en parle, le cours de l'action fait POW. Donc, continuons à en parler. Après, on n'est pas en train de mentir. On a juste un prototype. Peut-être que ça fera une voiture un jour. Si, pour finir sur Tesla, et là, je voulais t'entendre. Il s'est passé un truc terrible cette année, en début d'année. C'est que Tesla a fait un truc impardonnable. Tesla, non mais accrochez-vous bien, je ne sais pas comment des gens osent faire des choses pareilles. Tesla a baissé le prix de sa voiture. En fait, ils ont baissé le prix du modèle le moins cher de la voiture la moins chère qu'ils vendent, c'est-à-dire la modèle 3, qui est quand même le gros de leur vente, et donc le modèle SR+, modèle de base. Mais ils l'ont baissé de quelques milliers d'euros, mais avec une idée très claire en tête. Et alors, c'est spécifiquement français. Explique-nous ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont baissé le prix. Au départ, on était à 49 990, si je me dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc on n'avait pas le droit chez Tesla au bonus déjà écologique. Oui, parce que c'est au-dessus de 45 000. Voilà, parce que dès que tu es au-dessus de 45 000 euros, tu n'as plus le droit au bonus. Alors si, tu as droit à 1 000 euros quand même, jusqu'à 60 000 je crois, et puis après c'est terminé, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé le prix à 43 800, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont quand même enlevé 6 000 euros sur ce modèle-là. Oui. Du coup, il arrive en dessous des 45 000. Du coup, il y a 7 000 euros de plus. Du coup, on arrive à 13 000. 7 000. Non, c'est 7 000. Hein. C'est 7 000 cette année. Hein. Ça veut dire que tout à coup, une voiture qui était à 49 000 est passée tu passes de 50 000 à 38. Voilà. Ah ouais, ça fait à 37 800, un truc comme ça. Ah ouais, ça donc fait fatalement, toi tu rouvres ton fichier Excel, tu te dis bon attends, peut-être que finalement c'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais comme c'est quand même un truc, parce qu'il y a plein de gens qui sont, ça fait déjà 1 an et demi que je me disais mais pourquoi ils baissent pas leur prix, punaise, ils pourraient tellement tout rafler. Mais tout rafler, et donc là ils l'ont fait. Ils vendent tout ce qu'ils produisent, c'est pas je vois pas ce qu'ils non mais oui, après c'est vrai que non mais en termes de précommande à la limite, tu vois, puis après bon les gens attendent un peu et puis voilà, mais du coup en fait tu réfléchis quand même. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes les autres pays du monde, et notamment les 2 pays qui nous intéressent, ça va être les États-Unis d'une part et puis la Chine d'autre part, tu te rends compte que quand tu vas sur leur site, parce que maintenant on peut y aller très facilement, avant je galérais toujours pour aller sur la version US et machin, maintenant ou alors je connaissais pas le truc avant, mais bref, tu vas sur leur site, tu peux choisir ton pays, et là tu vois les prix de la TM-Y. Alors ils ont enlevé la Standard Plus sur la TM-Y. La modèle Y. Et on parle pas de la même. Ah non, mais tu vas voir. La modèle Y, elle est en long range, elle est à 47 000 $. Ok. Avant réduction, hein. Avant réduction. Ce qui veut dire que chez nous, pour l'instant, elle est à 63, un truc comme ça. Donc, il y a un tel différentiel, même si tu passes, même si tu convertis, même si tu rajoutes la TVA, le transport, machin bidule, t'as quand même un super gros différentiel. Chez nous, on présente des prix qui sont des prix TTC. Aux États-Unis, c'est pas la même. Alors aux États-Unis, c'est vrai que la SR+, la modèle 3, donc celle dont le prix a baissé chez nous, elle est affichée. Ah ouais, mais alors là encore, et puis voilà. Elle est affichée. Elle est à 35 000 $. 36 990. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Mais est-ce que c'est... Mais sans les... Non, là après il faut que tu déduises quand on est là. c'est le problème. Il faut encore que tu déduises. Que tu déduises. Que tu déduises. Eux, ils ont pour la Californie 1500 balles qui sont offerts, plus. Ça change et pas eux, en fait, sur leur site, ils t'affichent les. Non, ça change pas grand chose, mais et puis eux, ils t'affichent aussi les économies. Alors, ok, oui, ça. Oui, ça on retire. Oui, parce qu'évidemment, ça, on peut les retirer chez nous aussi, donc c'est pas. Ouais, ils sont mignons quand tu achètes une voiture, ils te mettent directement intégré dans le prix les économies d'essence que tu vas faire. C'est bien, mais enfin, quand tu vas sur un site, c'est pas mal qu'on te dise. C'est le chèque. Je mets quoi sur le chèque? Sinon, et ça, c'est 36 990 en dollars. Alors, je suis d'accord que le dollar est moins cher que l'euro, mais encore une fois, chez eux, c'est hors taxe.
Oui, et puis, mais ce qui va se passer en fait, c'est que, enfin, logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que Elon Musk avait dit que la voiture, elle serait à, donc la Model 3, juste, voilà, c'est 35 490. Ça, c'est le prix auquel tu l'achètes. Non, Sur le parce chèque, qu'il- tu mets 35 Non, tu mets 36 490. 990 parce qu'il faut qu'il te la livre. Il y a $1 200 de Ah, livraison. oh! Tu vois, Mais non, on mais sent on sent Ah le ouais, monsieur bah, qui a je- déjà acheté une Model 3 une fois Non, dans mais sa vie. non, mais Et ça, c'est aux qui, États-Unis. Ils te le facturent pas ici, ça. Mais Ah, il te le facture pas ici, d'accord. je suis allé faire le job quand même. Je suis allé voir combien ça coûte en vrai. Hmm. C'est difficile à comparer. Et puis, encore une fois, l'essentiel, je rappelle que les Model 3, elles sont pas produites chez nous. Hein. Donc, C'est il ça. faut quand même les acheminer. Et C'est ça. ceci a un coût. Donc, en fait, là où je pensais que la différence était massive, elle n'est pas si massive que ça. Je me refuse à comparer avec les prix chinois parce que c'est incomparable. Et puis, tu vas aller acheter Ouais. ta voiture en Chine. Ouais, mais attends, parce que quand tu vas avoir, et c'est là qu'il faut regarder 2 secondes le truc, c'est que quand tu vas avoir l'usine de Berlin qui devrait commencer en juin, juillet, Eh oui. et là, du coup, tu vas te retrouver avec une usine en Europe. Donc, tu supprimes le transport, c'est beaucoup plus En proche bonne de chez partie, toi. ouais. Alors après, c'est peut-être pas les mêmes coûts non plus, mais bon, entre les US et voilà, je veux dire, les Tu vas travailleurs supprimer allemands des sont- taxes. Marché Tu vas unique, monsieur. supprimer. Voilà, Parce que ces voitures, et elles puis- payent quand même des belles taxes à l'importation. voilà. Et donc, du coup, si tu enlèves tout ça, et ben en fait, l'idée que j'ai derrière la tête, mais je suis pas le seul, hein, il y en a plein qui disent la même chose, c'est que quand tu regardes en fait le prix du modèle Y aux États-Unis, le prix du modèle Y en Chine et le prix chez nous, c'est strictement impossible que le modèle Y reste à ce prix-là. Et en fait, le modèle Y, quand il va arriver chez nous, à partir de l'été prochain, je crois, un truc comme ça, Mhm. eh bien, Elon Musk va forcément en fait se rendre compte qu'il y a une cannibalisation, il le sait déjà en fait, des offres. Faut expliquer, un modèle Y, c'est le crossover. C'est le modèle qui est on va au-dessus dire. de la Model 3, c'est le petit modèle X. C'est Voilà. c'est le petit SUV crossover qui est basé Voilà. sur la même plateforme. C'est ça, voilà. T'as la Model S, la grande berline, Oui. et le modèle X, le grand SUV, Ça, c'est- et puis ça, la c'est Model les trucs à 3, 100 000, la ça ne petite nous concerne berline. pas. Ouais, alors j'en ai vu à 60 sur le bon coin maintenant, parce que du coup, il y a pas mal de gens qui commencent quand même à revendre un petit peu leur Tesla. Et donc, du coup, ce qui s'est passé en gros, c'est que Elon Musk a pratiqué une baisse de prix chez nous. Donc, pendant ce temps-là, avant que le modèle Y arrive, avant que la Giga de Berlin soit opérationnelle, À la il nouvelle vend- usine, ouais. Mhm. voilà, il vend des modèles 3. Et ensuite, ce qui devrait se passer logiquement, puisque le modèle Y est censé être 10% plus gros et donc 10% plus cher, comme ce qu'avait annoncé Ouais, bien Musk, sûr. et c'est bien ce qu'il a fait aux États-Unis, et c'est bien ce qui se passe en Chine aussi. D'accord. Donc à ce moment-là, avec la Gigafactory de Berlin, eh bien, le modèle Y va forcément baisser en tarif. Il devrait se positionner sur les coûts de 47 000 au lieu de 47-50 000 max. Tu vois. D'accord. Et donc du coup la Model 3, peut-être même que la Model 3 aura encore une petite réduction derrière. Parce mais qu'évidemment, du coup, moi, je me moquais gentiment au début en disant mais c'est terrible, tu te rends compte, il a fait baisser les prix. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts sur Twitter. C'est typiquement des gens qui, par exemple, avaient acheté leur voiture avant le 31 décembre dernier et qui se sont retrouvés à acheter une voiture 49 000 euros qui, tout à coup, n'en vaut plus que 36, 37 Ouais, c'est 37 800. 38 800, donc 37. 2 semaines plus tard. Alors, je Bonus comprends, déduit, évidemment. bonus déduit, je comprends, ça pique un peu. Maintenant, j'imagine que quand tu as acheté une voiture, c'est pas pour la revendre immédiatement. Donc, mais oui, il y a une perte de valeur. Donc, il y a un paquet de propriétaires qui s'étaient ligués ensemble en demandant à Tesla une sorte de compensation, quelque chose. Pas forcément une compensation financière, parce que tu achètes une voiture, tu l'achètes et puis voilà. Non, mais un crédit de supercharge. Mais soit un crédit de recharge gratuite, soit pourquoi pas des options logicielles comme la conduite autonome pour le jour où elle arrivera, parce qu'aujourd'hui elle est vendue 6 ou 7 000 euros. Et ça, c'est un truc qui, pour Tesla, est un truc à activer. Bon, c'est pas vraiment coûteux. Je pense pas que ça a eu de suite particulière, mais en même temps, c'est pas la première fois. Hein. Plusieurs fois déjà, il y a eu des baisses de prix sur tous les plus gros modèles. Moi, je me souviens, un modèle X, à un moment, ça coûtait, je sais pas, 130 000, 140 000 euros. Ouais, et d'un coup, un jour, il y a eu une grosse baisse de prix de l'ordre de, je sais plus, 15 000 euros, quelque chose comme 15-20 000 euros. Et ouais, évidemment, pour ceux qui venaient de signer leur chèque, ça va un petit côté trou d'air. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, c'est le principe. Hein. C'est le principe et que les prix vont continuer à baisser. Bah bien sûr, c'est le modèle économique de Tesla. Les gens, après, moi je comprends, hein, c'est sûr que
ça fait mal. Hein. Voilà, tu prends 10 000 euros de décote ou 13 000 euros de décote sur du jour au lendemain, forcément ça fait mal. Mais c'est comme ça que Tesla fonctionne. C'est un peu on sait que les gens qui achètent des voitures Tesla, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, sont des gens qui adhèrent à la mission de Tesla qui est de démocratiser la voiture électrique et faire avoir une empreinte écologiquement importante que le thermique. Et donc du coup, en fait, finalement, tu participes à tout ça. Alors c'est vrai que oui, tu peux subir après une décote. Après, c'est comme tu as payé l'impôt. Tu as payé l'impôt révolutionnaire. Voilà. C'est pour la cause. Ce sera toi, tu vois. Toi, t'aurais fait partie. Tu pourras dire à tes petits enfants, moi j'y étais. Ouais. Moi j'ai perdu 13 000 balles ce mois-ci. Et c'est pour que tu puisses rouler dans cette voiture qui roule encore toujours et qui en est maintenant à 900 000 bornes. Et non, mais bon, c'est sûr que ça fait mal. Après, tu vois pas mal de gens, du coup, sur Le Bon Coin qui essayent de revendre. Alors moi, je comprends pas. T'as des mecs qui te vendent t'as leur Model 3 de 2019 avec 30 000 bornes au compteur et ils te la vendent 38 000 et quelques. Ah oui, c'est le prix de la neuve. Ouais, mais... on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Alors moi j'en ai appelé un une fois quand même, pas en mode troll parce que bon je sais pas que ça va faire, mais je me suis dit quand même, attends, faut que tu m'expliques bonhomme, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment on se perd ? Je peux avoir la même de Fremont parce qu'en plus, je passe tes détails parce que... en Californie, oui. Il y a eu des modèles chinois avec les batteries, les nouvelles batteries. Ouais, tout à fait. Voilà, qui étaient il y a eu des critiques et donc du coup ils ont arrêté de faire venir les voitures de Shanghai et toutes les commandes que tu passais, alors j'ai pas encore vérifié là si c'était encore le cas, mais toutes les commandes livrées en février-mars étaient des modèles qui venaient de Fremont avec la pompe à chaleur, donc économie de consommation, avec le haillon. La toute dernière version. Avec la toute dernière, tu l'as à 36 800 et si tu as un modèle diesel à mettre à la casse, t'enlèves à ça 2 500 €. Donc t'arrives sur des trucs qui sont quand même super intéressants. Et donc du coup, tu as des mecs quand même qui te mettent ça. Alors par contre, j'en ai vu aussi, une seule, à 39 000 €. Ouais. Avec le FSD. Alors là, c'était propre quand même. Parce que avec la conduite 100% autonome, mais voilà, qui est pas option FSD. FSD. Je rappelle. Non, qui n'est pas activé chez nous, mais par contre, d'ici 2 ans, tu vois l'Allemagne qui commence déjà à autoriser. L'Allemagne a autorisé le FSD sur certaines routes. Non, ça y est, c'est passé. L'Allemagne a autorisé sur certaines routes la conduite 100% autonome sur des portions d'autoroute. Tu conduis souvent en Allemagne ? Non, mais mais en tout cas, force est de constater que si on parle pas de dans 10 ans, tu vois, on parle de dans 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Je pense que ça ira plus vite si Renault fait son propre full self-driving. Ben voilà aussi. Voilà. Mais ça ouvrira. Mais en tout cas, du coup. On est un peu invité à être patient pour tous les gens qui se diraient peut-être que le modèle Y en fait il n'est pas si inaccessible que ça et peut-être même qu'en juillet le prix aura drastiquement baissé et plutôt que d'acheter une Model 3 aujourd'hui qui est SR+, donc qui a quand même une autonomie un peu réduite sur autoroute, tu vas peut-être vouloir attendre le modèle Y qui sera, après tout dépend des goûts de chacun, mais qui peut vraiment être super séduisant pour un tout petit peu plus, enfin un petit peu plus, voilà. Tu remarques, donc, dans l'électrique, le meilleur est toujours pour demain. Alors voilà, ça aussi c'est le cercle vicieux, à un moment donné il faut se lancer aussi, tu vois. Le meilleur est à venir, mais pour que ça y est, enfin on arrive à des voitures qui soient... Ah, ça c'est cher, mon fils. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci beaucoup Thomas, c'était passionnant. On avait peur de faire court. 1h22 minutes et 40 secondes évidemment. On a dépassé. Tu vois, on n'a pas su se tenir. Ce serait plus facile de faire des émissions comme on avait dit toutes les 2 semaines si elles étaient un peu plus courtes. Mais voilà. C'est le problème des gens bavards. Faut qu'on s'y tienne. Voilà, c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Merci de nous avoir écoutés évidemment. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @LDDLP comme les doigts dans la prise _podcast. C'est pas le truc le plus facile. Je suis pas sûr que j'ai pas réussi mon branding jusqu'au bout. Pour moi, c'est plus simple. Vous pouvez me suivre sur @Cédric et suivre Thomas sur @Thomas Degois, DEGOIS. Évidemment, si ce n'est déjà fait, allez vous abonner à ce podcast et faites-moi plaisir, partagez-le maintenant avec les 2 ou 3 personnes qui comptent autour de vous et peut-être celles qui se posent la question de à quoi ressemblera exactement leur prochaine voiture. Faut dire qu'on arrive au bon moment. Je travaillais aujourd'hui sur un sujet sur
sur l'épargne des Français qui a explosé évidemment depuis l'année écoulée. Alors ça concerne pas tout le monde, hein, ça concerne d'abord les gens qui avaient déjà pas de problème de sous. Mais il faut dire que voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas pu dépenser ce qu'ils dépensaient d'ordinaire chaque année en voyage, en sortie, en restaurant, et qui se retrouvent assis. Nous sommes assis collectivement sur 100 à 120 milliards de dollars d'épargne supplémentaire par rapport aux années précédentes. Peut-être qu'on va arriver à 200 milliards d'ici la fin de l'année. Évidemment, tous les fabricants automobiles, les constructeurs aimeraient bien que tout ça tombe dans leur escarcelle, mais ils sont pas seuls dans ce cas. Il y a toute la relance économique de la France à assurer. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire, allez noter ce podcast et le commenter sur votre plateforme préférée. Ça aidera d'autres à le découvrir. Et cette fois, Thomas, c'est promis, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ça te va ? Ça me va très bien. Salut à tous. Et on va s'y tenir.